Bonjour Karine Sebi. Bonjour Mounia. Vous êtes professeure et coordinatrice de la chaire Energy for Society à Grenoble École de Management et vous êtes venue nous parler de communautés énergétiques citoyennes. Alors on assiste à un essor de ce mouvement, mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Bien sûr, oui. Donc, ce sont des projets qui sont portés par des citoyens, pour des citoyens, qui vont donc investir non seulement dans le capital, mais aussi détenir un pouvoir décisionnaire aux côtés des collectivités locales. Parmi les projets les plus emblématiques, on peut citer la première centrale éolienne citoyenne de Bégane, en Bretagne, ou alors le mouvement des centrales villageoises qui se développe dans l'est de la France. Ce mouvement repose principalement sur trois piliers qui sont de produire une énergie locale et décarbonée, de s'insérer dans un mode de gouvernance original et de proposer une alternative à un système centralisé. Il faut savoir que les élus européens ont pour la première fois adopté un cadre législatif pour ces communautés en 2018. Et un an plus tard, la France a pris le soin de noter l'impact et le rôle de ces communautés dans le cadre de la nouvelle loi énergie-climat. Alors quelle est l'ampleur de ce mouvement exactement ? C'est vrai que les débuts étaient balbutiants, mais après quelques années et surtout des simplifications réglementaires, celui-ci s'est accéléré. Énergie Partagée, qui est l'association en charge de recenser cette activité, compte aujourd'hui environ 300 communautés qui réunissent plusieurs dizaines de milliers d'actionnaires. Et alors quelles sont les forces de ce mouvement ? L'un des principaux atouts est ce fort potentiel d'épargne citoyen au service de la transition énergétique et des énergies renouvelables, là où les autorités publiques manquent de moyens et là où les investisseurs sont frileux. Mais au-delà de cet apport financier, il y a aussi une forte mobilisation humaine en faveur donc, de l'économie locale. Et ce sont ces retombées sociales et économiques qui vont accélérer la transition énergétique et améliorer l'acceptabilité de ces énergies décentralisées. Alors vous parlez d'une forte mobilisation, justement, est-ce que ce n'est pas un facteur qui risque d'être un point faible pour ce mouvement ? En effet, la forte dépendance en fait, au bénévolat et au volontariat peut fragiliser ce mouvement. Mais il faut aussi noter qu'il y a d'autres freins, notamment réglementaires. Et par exemple, le raccordement de ces centrales au réseau peuvent parfois mettre en péril ce projet. Et enfin, je souhaiterais noter aussi que même si la filière des énergies renouvelables et photovoltaïques est de plus en plus compétitive, les communautés énergétiques dépendent fortement en fait, de ces aides publiques. Et d'ailleurs, certaines seraient incapables de proposer un rendement non nul sans celles-ci. Et alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? C'est vrai qu'aujourd'hui, ces communautés énergétiques représentent moins d'1% de la production d'électricité nationale. Mais si elles suivent les tendances en fait, de nos voisins allemands, elles pourraient peser beaucoup plus en fait, dans le mix énergétique. Énergie Partagée propose de viser 15% d'énergie détenue par les citoyens et les collectivités d'ici 2030. Et il faut d'ailleurs noter que certains pays comme les Pays-Bas ont intégré en fait, de tels objectifs dans leur plan énergétique. Donc pour leur évolution, elle dépendra notamment du maintien et de la stabilité des politiques publiques, mais aussi de la capacité de ces communautés énergétiques à développer de nouveaux modèles, à s'ouvrir aux acteurs historiques énergétiques, mais inversement aux énergéticiens de leur laisser plus de place. Merci Karine Sebi pour cette analyse. Merci.